Bonjour, je vais vous parler de l'accident de décompression, principalement des signes et symptômes de l'accident de décompression. Tout d'abord, il y a beaucoup de terminologie par rapport à l'accident de décompression. On peut parler de maladie de décompression ou en anglais, on va utiliser le terme decompression illness. La maladie de décompression comprend les conditions suivantes, c'est-à-dire l'accident de décompression ou en anglais decompression sickness, DCS, et l'embolie gazeuse artérielle cérébrale. Souvent, on peut entendre d'autres termes comme la maladie des caissons ou l'aéroembolie. Rapidement, un peu de théorie par rapport au phénomène de l'accident de décompression. Donc, c'est principalement dû à l'absorption de l'azote, qui est le gaz inerte dans l'air qu'on respire. Donc, l'air qu'on respire se compose principalement d'azote à près de 80 et autour de 20 d'oxygène. Donc, durant la plongée, l'azote va être absorbé dans les différents tissus du corps et certains tissus ont des hauts besoins métaboliques, comme le cerveau, le cœur, et reçoivent la majeure partie du flot sanguin, donc aussi la majorité de l'azote dissous. Donc, ces tissus vont avoir une absorption rapide de l'azote. Tandis que des tissus comme les ligaments, les tendons, le tissu adipeux, la graisse, ont un apport sanguin plus faible, donc vont avoir une absorption d'azote moins rapide. Le concept de saturation, donc lorsque nous sommes soumis à une pression partielle augmentée de gaz, ici on parle principalement de l'azote, les tissus vont absorber ce gaz qui va être dissous en solution jusqu'à atteindre une limite, un état de saturation. Donc, lorsque l'état de saturation est atteint, il n'y aura plus d'absorption supplémentaire de ce gaz. Donc, il va se créer un état d'équilibre. Si je respire de l'air à la surface de l'eau, à une atmosphère absolue, donc la concentration de ce gaz inerte dans l'air qui est dans mes poumons va atteindre un équilibre avec la solution qui est mon corps, le sang, les tissus. Et ensuite, lorsque je suis en profondeur, par exemple à 2 atmosphères absolues, j'ai une pression 2 fois plus grande, donc un gaz qui est 2 fois plus concentré. Et à ce moment-là, il va se créer également un équilibre, donc on va augmenter la concentration tissulaire de gaz inerte. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique dans le corps quand on parle de l'accident de décompression? Donc, c'est principalement la formation de bulles dans le sang ou les tissus, qui est l'événement déclencheur de la maladie de décompression. Ceci va survenir lorsqu'un état de supersaturation est atteint, lorsqu'on a atteint une dissolution de gaz inerte dans tous les tissus et qu'on va arriver à une phase de décompression où la pression ambiante diminue. Donc, ce gaz qui était dissous va à ce moment-là passer à l'état de microbulle. Un peu le même principe qu'une bouteille de boisson gazeuse qu'on va décapsuler. Il y a une pression à l'intérieur de la bouteille. Lorsqu'on ouvre la bouteille, on crée une différentielle de pression rapide et les bulles vont se former dans le liquide. Donc, ce qui se passe, comme je mentionnais, il y a la présence d'azote, de bulles d'azote dans le sang. Ces bulles vont passer dans la circulation pulmonaire. Normalement, le poumon agit comme un filtre et va être capable d'éliminer une portion de ces bulles d'azote. Si nous avons une communication entre le côté droit du cœur, le côté veineux, et le côté gauche, qui est le côté artériel, bien, une partie des bulles qui sont dans la circulation veineuse peuvent alors passer directement en circulation artérielle et aller vers les organes comme le cerveau ou la moelle épinière. Et on a également des bulles d'azote qui vont probablement se former directement à l'intérieur des tissus. Donc, si nous avons une petite quantité d'azote dissous dans le corps, comme je le mentionnais, les poumons vont être en mesure d'agir comme un filtre et éliminer cet azote dissous. Si on a une quantité plus importante, bien, c'est à ce moment qu'on va avoir des bulles qui vont se former dans la circulation des petites artérioles et des capillaires de différents organes. Ce n'est pas seulement l'occlusion mécanique par la formation de ces bulles-là. Il y a d'autres phénomènes qui vont être déclenchés dans le corps. Donc, il va y avoir des plaquettes qui vont venir se coller aux microbules. Il va y avoir donc formation d'un caillot. Il va y avoir des relâchements de substances vasoactives qui vont amener une vasoconstriction ou un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Et il y a toute une cascade inflammatoire qui va être déclenchée dans le corps. L'accident de décompression peut amener une variété de manifestations cliniques qui
vont généralement survenir dans les heures suivant la plongée. Des études ont montré que généralement 60% des manifestations cliniques vont se présenter dans les 3 premières heures post-sortie de l'eau. Et 95% vont se manifester dans les 6 premières heures. Mais on peut parfois avoir des symptômes plus tardifs. Donc, il peut y avoir une période de latence qui peut aller jusqu'à 24 heures post-plongée. On parle typiquement de 2 types d'accidents de décompression. Le type 1 qui va toucher la peau, les muscles ou les articulations, et l'accident de type 2 qui va toucher le cerveau, la moelle épinière, le système cardio-respiratoire ou l'oreille interne. Donc, si on regarde par chacun de ces systèmes, le système musculo-squelettique, donc où se trouvent les bulles, on parle probablement de l'espace périarticulaire, des grosses articulations, au niveau de l'os ou au niveau des muscles. Les symptômes que le plongeur peut présenter, ce sera une douleur qui va être lancinante à une ou plusieurs articulations. On parle principalement de grosses articulations, typiquement les épaules qui vont être touchées, les coudes, les poignets, les hanches, les genoux ou les chevilles. Et donc, c'est une douleur lancinante, un peu vague, qui ne sera pas nécessairement augmentée par la mobilisation de l'articulation, mais qui peut être très difficile à différencier d'une douleur musculo-squelettique qui serait due à une autre cause, par exemple un faux mouvement ou une blessure musculo-squelettique. On peut également avoir des douleurs au sein des muscles. Et dans le système qui touche la peau, on va avoir une éruption cutanée qui peut prendre différents aspects. On peut avoir typiquement l'aspect de peau marbrée, le terme médical, on parle du cutis marmorata. Et on peut avoir également des rougeurs non spécifiques ou on peut avoir des démangeaisons importantes au niveau de la peau. Donc, vous avez sur cette diapo un exemple du fameux cutis marmorata, qui est un rash prurigineux en dentelle, un aspect de peau un peu marbré, qui souvent va toucher principalement le tronc. Si on regarde maintenant pour l'accident de type 2, donc qui touche différents systèmes, donc commençons par le système nerveux central, donc le cerveau. Les symptômes peuvent être très variés. On peut avoir une altération de l'état de conscience ou une perte de conscience. On peut avoir de la confusion, des troubles sensitifs au niveau de différents membres chez le plongeur. On peut avoir une faiblesse motrice qui peut aller d'une faiblesse jusqu'à une paralysie complète. On peut avoir des troubles visuels. Ensuite, si on regarde le système nerveux périphérique, donc des bulles qui se logeraient au niveau de la moelle épinière ou des nerfs périphériques, on peut avoir à ce moment-là un plongeur qui va se présenter avec une faiblesse ou une paralysie des membres inférieurs, peut présenter de l'incontinence urinaire ou l'incontinence fécale, il peut avoir des troubles sensitifs dans différents territoires au niveau des membres inférieurs principalement. Ensuite, regardons l'accident de décompression qui toucherait l'oreille interne. Donc, les bulles, à ce moment-là, vont se trouver soit au niveau de la cochlée, qui est l'organe qui permet l'audition au niveau de l'oreille interne, ou le système vestibulaire, qui est notre organe qui nous permet le sens de l'équilibre. Donc, les symptômes que pourrait présenter un plongeur avec un accident de décompression touchant l'oreille interne peuvent être une perte de l'audition, vont être souvent des vertiges importants avec perte d'équilibre, des nausées et vomissements assez importants. Ensuite, l'accident de décompression peut toucher aussi également le système cardio-pulmonaire. Donc, on parle de toute la circulation au niveau cardio-pulmonaire. Donc, les symptômes vont être une toux importante, de l'essoufflement, des crachats, peuvent être aussi des crachats sanguins, une douleur thoracique. Et finalement, la dernière catégorie, on peut avoir ce qu'on appelle des symptômes constitutionnels, donc dû à la présence de bulles d'azote un peu partout dans le corps, dans la circulation. Donc, on va parler à ce moment-là souvent de fatigue extrême, vraiment inhabituelle pour le type d'activité de plongée réalisée, des maux de tête ou des douleurs diffuses qui sont mal définies. Ici, j'ai une diapositive où on peut voir l'atteinte au niveau de la moelle épinière chez un plongeur qui a présenté un accident de décompression suite à des plongées répétées sur une semaine, 3 à 4 plongées par jour, et qui a présenté dans les heures suivant ses dernières plongées des symptômes de faiblesse au niveau des membres inférieurs et de troubles sensitifs également aux membres inférieurs. Donc, on voit une zone de la moelle épinière à la résonance magnétique là, qui est en souffrance.
Mais je vous ai mentionné toute la série de symptômes possibles qui peuvent survenir avec un accident de décompression, mais je vous dirais que le symptôme probablement le plus fréquent chez les plongeurs, c'est le déni. Les plongeurs ont vraiment souvent tendance à nier les symptômes d'un accident de décompression. Ils vont croire que leurs symptômes sont secondaires à autre chose qu'un accident de décompression. Et ça, probablement pour différentes raisons. Premièrement, est-ce que ça peut être au niveau des connaissances du plongeur qui sont inadéquates par rapport aux présentations que peut prendre un accident de décompression. Ça peut être aussi la peur de devoir passer des heures dans un caisson pour traiter cette condition. Ou possiblement également la peur de se faire dire qu'ils ne pourront plus jamais plonger. On voit souvent des plongeurs qui tardent à consulter pour leur accident de décompression. Il faut consulter rapidement si on veut être sûr d'avoir une prise en charge adéquate. Également, une autre peut-être mauvaise conception, c'est que souvent les plongeurs vont croire qu'en ayant respecté les limites de non-décompression indiquées par les tables de plongée, ou maintenant la plupart des plongeurs utilisent des ordinateurs de plongée, vont croire que si ils sont restés à l'intérieur des limites de non-décompression, il est impossible qu'un accident de décompression survienne. Mais c'est totalement faux. On sait que différents facteurs vont jouer dans l'accident de décompression. Il peut y avoir des facteurs prédisposants chez un individu. Et donc, et les tables de plongée le démontrent aussi, ne sont pas à 100% sûres. On a des tables établies par la US Navy qui, lorsqu'on va aux limites des durées de plongée prescrites par les tables de plongée, on peut avoir un risque d'accident de décompression qui est autour de 1 et même selon d'autres tables de plongée qui ont été établies par la Marine canadienne, on peut avoir un risque de 2 même en étant à l'intérieur des tables de plongée. Donc, en terminant, des messages à retenir. Alors, tous symptômes d'ordre cardio-respiratoire, neurologique, audio-vestibulaire ou musculosquelettique après une plongée doivent être pris au sérieux. Les symptômes peuvent se présenter avec une certaine latence, donc généralement, comme je mentionnais dans les 6 premières heures, mais on peut parfois avoir une latence pour l'apparition des symptômes qui peut aller jusqu'à 24 heures post-plongée. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes plongées.